deux agents des forces de l'ordre ont conduit Nancy, visiblement bouleversée, dans la salle d'interrogatoire. La pièce était dépourvue de fenêtres, à l'exception d'un grand miroir sans teint sur un côté. Au centre, une table avec deux chaises placées face à face. Un microphone et une caméra étaient fixés sur la table. Un des agents a installé Nancy de manière à ce qu'elle fasse face au miroir. Elle s'est laissée tomber sur la chaise, les larmes ruisselant sur ses joues. Les agents sont sortis, et une jeune femme est entrée, son badge clairement visible autour de son cou. Je suis la détective Sarah Lincoln. Elle s'est installée sur la chaise en face de Nancy. Je suis consciente que c'est une période extrêmement difficile pour vous, mais nous devons revenir sur tout, y compris l'incident sur le parking devant la cave à vin ce matin. J'ai déjà tout expliqué aux agents. Détective, je suis ici depuis 4 heures, et je dois rentrer auprès de ma fille. Nancy s'est interrompue, submergée par l'émotion, son silence ponctué de sanglots. La détective a fait un geste discret vers le miroir. Un agent est immédiatement entré, portant une boîte de mouchoirs, qu'il a posée sur la table à côté de Nancy avant de repartir, refermant doucement la porte. Ma fille de 13 ans a besoin de moi, a imploré Nancy, les yeux remplis de larmes. Je comprends tout à fait, Madame Westford. La détective Sarah Lincoln a parlé d'une voix douce et rassurante. Votre chagrin et votre détresse persistants ont rendu difficile pour les agents la compréhension de tout. Après avoir reçu votre appel, vos parents sont allés chez vous. Ils sont avec votre fille maintenant. Prenant la main de Nancy, la détective a ajouté, j'ai quelques questions pour que nous puissions reconstituer toute l'histoire. Ce n'est pas un interrogatoire, considérez cela comme une conversation entre deux femmes. Je comprends, a répondu Nancy, la voix brisée par l'émotion. Nancy, aimeriez-vous boire quelque chose? Peut-être du café ou de l'eau, a demandé la détective Lincoln avec gentillesse. Non, merci. Je vais bien. Finissons-en, s'il vous plaît. Nancy a essuyé ses larmes avec un mouchoir de la boîte. Commençons par le début, a suggéré la détective. Mon nom de jeune fille est Nancy Stewart. Le premier jour de CP, la maîtresse m'a attribué une place à côté de Steve Westford. C'était un garçon attachant avec un assortiment de fournitures fascinantes, des stylos à encre colorée, un crayon surmonté d'une tête de Mickey Mouse, un taille-crayon en forme de papillon et une gomme parfumée. Nous nous sommes rapidement liés d'amitié, et à l'heure du déjeuner, nous étions assis ensemble comme des amis. Nancy a partagé, ses lèvres esquissant un léger sourire en se remémorant ce souvenir. Quand ma mère est venue me chercher cet après-midi-là, Steve s'est précipité vers nous et m'a tendu un stylo. Elle a été sincèrement surprise par son geste attentionné, a continué Nancy. Plus tard, elle a fait remarquer que j'avais déjà conquis mon petit admirateur dès mon premier jour d'école. À partir de ce moment-là, nous étions inséparables. Nous faisions tout ensemble et étions invariablement assis côte à côte. Toute l'école savait que nous étions un couple. La voix de Nancy s'est adoucie, ce soir-là, après notre remise de diplôme du lycée, nous avons partagé notre premier moment intime. Il a toujours été tendre et passionné, s'est-elle souvenue. Nos parents étaient conscients de notre romance d'enfance et nous ont pleinement soutenus. Nous avons tous les deux poursuivi des études universitaires. Elle a ajouté, j'ai opté pour l'administration des affaires tandis que Steve a choisi la comptabilité. Il avait une aptitude remarquable pour les chiffres. Après l'université, Steve a décroché un poste de jeune comptable dans une entreprise de fabrication de cosmétiques. Entre-temps, j'ai commencé à travailler dans le bureau administratif d'une entreprise de fourniture. 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés, a confié Nancy. Steve était enfant unique, alors nous avons emménagé chez ses parents pour économiser de l'argent en vue de notre logement une fois que nous aurions des enfants. 1 an plus tard, Stéphanie est née. Steve avait l'impression d'être l'homme le plus heureux du monde, a dit Nancy doucement. J'ai tout de suite réalisé que notre fille serait la préférée de son père. Une fois que nous l'avons ramenée à la maison, Steve passait la plupart de son temps dans sa chambre à côté de son berceau, soit en fredonnant, soit en chantant doucement. Vous a-t-il jamais négligé, a demandé Sarah avec douceur. Oh, non, a répondu Nancy, la voix tremblant alors que de nouvelles larmes jaillissaient. Il était l'incarnation du gentleman. S'il vous plaît, restez forte, Madame Westford, a encouragé Sarah. Ma famille m'a apporté son soutien. Ils se sont occupés de Stéphanie pendant que je reprenais le travail. La mère de Steve, femme au foyer, a pris le relais lorsque j'ai repris ma carrière. Nancy a ajouté, Steve a toujours appelé ses parents par leurs prénoms, John et Mary.
En grandissant, Stéphanie a commencé à les appeler par leur prénom aussi, une vraie fille à papa. Et vos parents? En réalité, c'étaient mes grands-parents. Il semble que la vie était agréable. Il n'y avait pas d'hypothèque à payer. Votre fille était sous la garde de sa grand-mère. Toutes mes excuses, Marie. Un mari attentionné et un père dévoué. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Quand je vivais avec ma belle-mère, j'avais constamment l'impression d'être surveillé. Si je rentrais du travail avec seulement 10 minutes de retard, Marie me demandait s'il y avait des embouteillages sur la route. Si je m'aventurais à faire des courses seule, elle exigeait de savoir où j'allais et à quelle heure je comptais rentrer. Si je portais une robe moulante pour aller travailler, elle faisait une remarque comme si je vivais dans une forteresse. Elle était peut-être simplement trop protectrice. Et Steve? Steve est l'être le plus bienveillant que j'ai jamais rencontré. Il ne dirait jamais rien qui puisse me blesser. Un jour, il a même dit que notre amour avait commencé avant même notre naissance. C'est ça, mon Steve. Lui as-tu jamais dit à quel point sa mère surveillait tes faits et gestes? Non, jamais. Il était tellement proche de ses parents que je me suis abstenu d'aborder le sujet. Je savais qu'il chercherait immédiatement une maison et qu'il nous ferait déménager. Je ne voulais pas que cela arrive. Nancy éclata en sanglots. Il avait juré de me protéger, de prendre soin de moi et de me combler d'affection. Il m'a toujours traité comme une reine. Souhaitez-vous une petite pause, Nancy? Demanda Sarah d'un ton maternel. Non, continuons, je dois rentrer. Comme vous voulez. Sarah expira profondément. Quel a été le moment décisif? Après les 8 ans de Steph, John a opté pour une retraite anticipée. Il a acheté un appartement de 4 pièces à Naples, en Floride, près de la plage, et nous a laissé la maison. Nous n'étions responsables que des factures d'électricité et des impôts fonciers. Techniquement, John et Marie restaient propriétaires de la maison. Quand ils ont déménagé, j'ai eu l'impression de retrouver ma liberté, même si c'était déchirant pour Steve et Steph. J'ai commencé à m'habiller comme je le voulais quand je rentrais tard du travail. Je n'avais de compte à rendre à personne. Mes collègues, qui m'avaient toujours invité à leur soirée entre filles mais que j'avais toujours refusé, ont été abasourdis quand je suis apparu à l'improviste un vendredi soir au bar qu'elle fréquentait. Steve était d'accord pour que tu ailles à ces soirées toute seule? Absolument. Il m'aimait tellement qu'il ne me refusait jamais rien. Il me faisait plus confiance qu'à quiconque au monde. Notre groupe était composé de femmes célibataires et mariées. Certaines restaient fidèles à leur partenaire, d'autres non. Ce qui se passait pendant ces soirées restait confidentiel entre nous. Je maintenais toujours une limite claire entre moi et les hommes que nous rencontrions. Cependant, un vendredi soir, j'ai croisé un homme marié. Nous avons discuté, bu des verres et dansé sur la piste. Il m'a serré contre lui, et j'ai senti une bosse dans son pantalon. C'était excitant. Après quelques danses, il m'a conduite à l'extérieur, vers sa voiture, qui était garée dans un coin reculé du parking. Il a ouvert la porte arrière, m'a penché sur le siège, a soulevé ma jupe et baissé ma culotte. J'ai demandé qu'il utilise une protection. Il a ouvert la portière avant et en a sorti une de la boîte à gants. Sans préliminaire, il a eu un rapport avec moi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quand il a fini, il l'a enlevé, l'a noué et a remonté sa fermeture éclair. Pendant qu'il m'aidait à sortir de la voiture, mon cœur battait toujours à tout rompre. Il a refermé la porte arrière, m'a remercié pour la soirée et m'a tendu la protection usagée, encore chaude dans ma main. Puis il est remonté dans sa voiture et est parti. J'ai jeté la protection dans une poubelle et je suis rentré dans le bar. Pourquoi as-tu trahi ton mari? Parce que je le pouvais. C'était excitant et purement sexuel. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, Steve dormait déjà. Je l'ai regardé et j'ai pleuré. Je me suis juré de ne jamais recommencer. Puis je me suis souvenu que je l'avais déjà trahi à l'hôtel, dans la maison de Dieu, devant nos amis et notre famille. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis détesté le lendemain. Je ne pouvais même pas croiser son regard. Il m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai menti. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. En réalité, j'étais submergé par la culpabilité, et j'ai fait ça comme un acte de repentance. Tentant de chercher du réconfort en moi, je l'ai pratiquement dévoré au lit. Il s'est donné entièrement à moi. Et le lendemain matin, je l'ai réveillé en lui procurant du plaisir. Quand a eu lieu la prochaine fois où vous avez trahi votre mari?
J'ai cessé d'aller aux soirées entre filles. Chaque fois que mes collègues me lançaient une invitation, je trouvais systématiquement une excuse pour la refuser. Environ 6 mois plus tard, alors qu'elles insistaient pour que je me joigne à elles un soir, une de mes collègues, Carmela, qui supervise notre département, est intervenue en ma faveur et leur a dit que ça ne m'intéressait pas et qu'elle devrait cesser de me mettre la pression. Plus tard, pendant notre pause déjeuner, elle s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Elle avait la cinquantaine et était déjà grand-mère. Elle sortait rarement avec ses collègues. Elle m'a demandé pourquoi j'avais toujours refusé de participer aux soirées entre filles. Je lui ai expliqué que c'était à cause de ma réticence à trahir mon mari en étant seule avec d'autres hommes. L'attrait était évident, et j'étais consciente du potentiel de franchir les limites à tout moment. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé si je l'avais déjà fait. À cet instant, j'étais incapable de la tromper. J'ai révélé la vérité et l'angoisse qui l'accompagnait. En tant que femme d'expérience, j'imagine qu'elle vous a donné de bons conseils, a interrompu Sarah. Nancy a détourné le regard et a doucement secoué la tête. Elle a pris ma main et a commencé à raconter sa vie. Elle s'était mariée très jeune. Elle avait 2 filles, toutes 2 mariées et mères elle-même. Après la ménopause, elle a commencé à se percevoir comme vieille, et elle ne parvenait pas à s'accommoder de cette idée. Elle a commencé à porter des robes moulantes à décolleté plongeant, à se maquiller ostensiblement et à se coiffer comme les jeunes filles. Son mari acceptait ces transformations avec grâce, mais elle aspirait toujours à plus. Un samedi, après une journée de shopping, elle était assise dans un café quand un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est assis à côté d'elle. Après avoir terminé son café, il lui a demandé franchement si elle était intéressée par un peu de plaisir léger. D'abord stupéfaite, elle a souri et lui a demandé s'il connaissait un endroit discret. Le jeune homme est monté dans sa voiture avec elle et l'a conduite à un parking souterrain dépourvu de caméras de surveillance. Il a eu 2 rapports avec elle sur la banquette arrière de la voiture. Progressivement, ils ont organisé des rencontres régulières, et après 6 mois, il a présenté un compagnon. Par la suite, un autre s'est également joint à eux. Aujourd'hui encore, elle continue de prendre des amants d'une vingtaine d'années. Son mari n'en sait rien. Elle fait preuve de la plus grande prudence. Je lui ai demandé si elle éprouvait des remords à propos de ses actions. Elle a déclaré qu'elle chérissait seulement son mari et que les rencontres avec les jeunes hommes n'étaient que des expériences sexuelles destinées à atténuer sa culpabilité. Elle a expliqué qu'elle ne leur permettait jamais de pratiquer de relations orales. Ce privilège était exclusivement réservé à son mari. Elle a également exprimé que si son mari ne découvrait jamais ses actions, cela ne lui causerait aucun tort. Oh mon Dieu! Ne me dites pas qu'elle a réussi à vous influencer. Malheureusement, c'est le cas. Les soirées entre filles ont repris, mais cette fois, je n'étais pas seul. Steve pensait que j'étais avec mes collègues. J'ai choisi de fréquenter des hommes mariés principalement parce que j'étais convaincu qu'ils protégeraient tous nos secrets. Ils trahissaient déjà leurs femmes. Vous ne pouvez pas imaginer combien il y en a, qui cherchent avidement des occasions de s'amuser avec d'autres femmes. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre, a fait remarquer Sarah. J'ai toujours mis fin à ces liaisons après 7 ou 8 mois, a continué Nancy, impassible face au sarcasme de Sarah. Je craignais que les relations à long terme ne mettent en péril mon mariage. En même temps, je souhaitais explorer une variété d'hommes. Après avoir conclu une liaison, je prenais une pause de 2 ou 3 mois avant d'en chercher une autre. Comment rencontriez-vous ces individus? Comme je l'ai dit précédemment, ces hommes mariés sont omniprésents. On peut les trouver fréquentant n'importe quel bar. Nous organisions des rendez-vous dans des motels le samedi ou lorsque je sortais faire du shopping seul, laissant Steve à la maison pour s'occuper de Stéphanie et des tâches ménagères. Occasionnellement pendant les soirées entre filles ou même pendant de longues pauses déjeuner au travail. Parfois, après le travail, nous avions rapidement des relations intimes sur la banquette arrière de ma voiture. N'étiez-vous pas accablé quand vous rentriez à la maison? Comment pouviez-vous mener une double vie sans aucun remords? Je m'y suis adapté. Néanmoins, je n'ai jamais rien refusé à Steve. Il pouvait me prendre quand il le voulait, et il était la seule personne avec qui j'ai jamais partagé des relations intimes non conventionnelles. J'ai constamment refusé à mes amants l'accès à ce que je considérais comme mon arrière-train. Cette zone était exclusivement réservée à mon mari. C'était son domaine, et celui de personne d'autre. De plus, j'exigeais que tous mes amants utilisent une protection pendant les rapports sexuels. Même si je comptais sur la contraception, je n'étais pas prête à prendre le risque de ramener quoi que ce soit à la maison. Il n'y a eu aucun problème.
Jusqu'à ce que je rencontre Lou il y a environ 6 mois. Cette rencontre s'est avérée être la plus grave erreur de ma vie. Sarah a secoué la tête. Expliquez comment ça a commencé avec Monsieur Chiffre. Était-ce Lucifer? Oui. Un samedi, alors que j'étais au supermarché, alors que je me penchais pour prendre une bouteille de jus sur l'étagère du bas, j'ai soudainement senti quelqu'un me frapper l'arrière-train. Je me suis retourné, surprise. C'était Louis. Il a affirmé qu'il était profondément désolé et a déclaré qu'il avait trébuché sur quelque chose. À cet instant, l'allée était déserte. Il n'y avait personne d'autre pour vérifier si c'était accidentel ou délibéré. Puis il s'est éloigné avec un sourire narquois. Alors que je me dirigeais vers ma voiture dans le parking, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. À sa stature. Elle était ferme, comme un tuyau d'acier. Au moment où j'allais monter dans ma voiture, il est apparu soudainement et s'est excusé une fois de plus. Cette fois, je l'ai observé de profil, et c'était difficile à ignorer. Je ne crois pas qu'il portait de sous-vêtements, et je soupçonnais qu'il avait peut-être fait ça exprès juste pour se faire remarquer. Je lui ai dit que c'était simplement un accident et que tout allait bien. Il m'a invité à prendre un café, et je l'ai informé que j'étais marié. Montrant mon alliance, il a fait remarquer que cela ne le dissuadait pas. Il a griffonné son nom et son numéro de téléphone sur un bout de papier et me l'a tendu. Il m'a dit de l'appeler quand j'aurais envie de discuter avec un ami. Et tu n'as pas jeté ce papier, n'est-ce pas? Non. J'ai pensé à lui et à son physique toute la journée et le reste de la semaine. Ce vendredi-là, j'ai succombé à la tentation. Je l'ai appelé. Il attendait mon appel. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain à son domicile. Il m'a donné son adresse. Je n'avais jamais rendu visite à mes amants chez eux pour des raisons évidentes. C'était grisant d'être avec quelqu'un dans son propre lit. Malgré le fait que cela contredisait mes principes et mes convictions concernant les hommes célibataires. J'ai décidé d'essayer. Le samedi, nous nous sommes rencontrés, et la première chose que je lui ai dit, c'est qu'il devait se protéger. Il a un peu protesté, mais a fini par accepter. J'ai aussi précisé que mes fesses étaient un territoire interdit et que je n'étais pas intéressé par d'autres formes d'activité sexuelle. Il a accepté mes conditions. Il savait comment exploiter au maximum ce qu'il possédait. Et j'ai eu plusieurs orgasmes. Ce n'était donc pas juste un coup d'un soir. Nancy a secoué la tête négativement. Nous avons continué à nous voir comme je le faisais avec mes amants précédents. Cependant, après environ 3 mois, j'ai commencé à remarquer qu'il devenait un peu possessif. Un soir, pendant une soirée entre filles, il m'a supplié de passer la nuit avec lui. Et il a exprimé son désir que je me réveille dans ses bras le lendemain matin. Tu as accepté? Comment aurais-je pu? Ensuite, il a souhaité que nous commencions à nous voir plus souvent, ce que j'ai refusé. C'est alors qu'il m'a donné une poudre et m'a dit de l'incorporer dans la boisson de Steve pendant le dîner. J'ai obéi, et Steve a dormi profondément. Puis Lou est arrivé cette nuit-là, et nous avons eu des rapports sexuels dans mon lit pendant que mon mari dormait à côté de moi. C'était absurde, et je lui ai dit que je ne me laisserais plus jamais aller à de telles choses. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre mes distances avec lui. J'ai cessé de le rencontrer pendant les pauses déjeuner ou après le travail. Je n'arrêtais pas d'inventer des excuses. Nous nous sommes revus. Après 3 samedis manqués, il n'était pas content. Il était vexé et a eu des rapports sexuels avec moi avec force. Si violemment que ça m'a fait mal. Après la 2e fois, il m'a demandé de refuser à Steve des relations sexuelles. Que as-tu fait? Steve était mon partenaire. J'étais sa propriété. J'ai cessé de voir Lou pendant près d'1 mois. Il n'arrêtait pas de téléphoner et d'envoyer des messages. Parfois, je répondais, en disant que j'étais occupé et qu'il m'avait tellement blessé la dernière fois que je ne m'en étais pas complètement remise. Il s'est excusé et a même envoyé des fleurs à mon bureau. Puis samedi dernier, j'ai décidé que je voulais le rencontrer une dernière fois pour lui dire que notre relation était terminée. J'ai fini par réaliser que j'avais poussé la tromperie trop loin, et qu'il était grand temps d'y mettre fin. Ce serait ma dernière rencontre, et après cela, j'ai juré d'être la meilleure épouse qu'un mari puisse désirer. Nancy a détourné le regard de Sarah alors que de nombreuses pensées tourbillonnaient dans son esprit. Comme toujours, nous nous sommes retrouvés à son domicile. Nancy a poursuivi. Nous étions positionnés comme d'habitude quand il m'a soudainement retourné, me laissant à 4 pattes. Il a saisi ma taille et l'a soulevée.
J'ai supposé qu'il allait me pénétrer par derrière. Cependant, j'ai alors senti qu'il essayait autre chose, quelque chose auquel je n'avais jamais consenti. J'ai résisté et j'ai réussi à sauter du lit. Il a saisi mon bras et m'a tiré en arrière avec force. Je lui ai donné un coup de pied violent dans l'entrejambe. Il m'a lâché et s'est penché de douleur. J'ai rapidement récupéré mon téléphone sur la table de chevet. Je l'ai informé que j'appellerais le 112 s'il essayait de nouveau de s'imposer à moi. Il est resté silencieux. Il a simplement gémi, recroquevillé en position fétale. J'ai déclaré que je ne voulais plus jamais le revoir. Puis j'ai rapidement enfilé ma robe et j'ai quitté sa maison. A-t-il essayé de te contacter après? Non. Il n'a fait aucune tentative pour me joindre jusqu'à ce matin. Nancy a inspiré profondément et a secoué la tête. Après avoir reçu environ 10 appels manqués de sa part, j'ai bloqué son numéro. Ensuite, il a appelé la ligne fixe. Je ne sais pas comment il a obtenu mon numéro de téléphone fixe. Je ne le lui ai jamais donné. Peut-être qu'il y a accédé depuis votre liste de contacts sur votre téléphone à votre insu. Peut-être. Probablement. Quand j'étais dans la salle de bain, Steve était allé au magasin de vin pour acheter du vin. Il voulait nous surprendre, notre fille et moi, avec un dîner exquis et un tiramisu en dessert. Steph a répondu au téléphone et Lou a donné son nom complet, en disant qu'il était un collègue qui avait besoin de discuter d'un dossier important. Elle l'a informé que j'étais occupé et que je le rappellerais plus tard. Après m'avoir rapporté l'appel de Lou, je lui ai dit de ranger sa chambre. Je savais qu'elle mettait toujours la musique à fond en rangeant. Puis je suis descendu au sous-sol et je l'ai appelé depuis mon portable. Nancy se tut et fixa le sol. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda Sarah après un silence. Il a exigé que j'aille immédiatement chez lui, sinon il révélait notre liaison à Steve. J'ai tout de suite répondu que j'avais l'intention de tout avouer à mon mari. J'ai ajouté que Steve m'aimait tellement qu'il me pardonnerait. Nous ferions une thérapie de couple et je cesserais de regarder les autres hommes. Steve devait être mon seul compagnon jusqu'à la fin de mes jours. Nancy pleura et essuya ses larmes. Ensuite, il a dit quelque chose qui m'a pétrifié. Quoi donc? Demanda Sarah en fronçant les sourcils. Il a dit que Steve avait vraiment d'excellent goût en matière de vin et qu'il appréciait ça. Je me suis figé, incapable de prononcer un mot. Il a ensuite ajouté que s'il ne pouvait pas m'avoir, personne ne m'aurait. Puis j'ai entendu 2 coups de feu et des gens qui criaient. J'ai paniqué. J'ai crié, lui demandant ce qui se passait, d'où venaient les coups de feu et ce qu'il avait fait. Il n'y a pas eu de réponse jusqu'à ce que j'entende une portière de voiture se refermer. Puis il a répété que s'il ne pouvait pas m'avoir, personne ne m'aurait jamais. Et là, j'ai entendu un seul coup de feu. J'étais complètement paniqué. J'ai sauté dans ma voiture et je me suis précipité vers le magasin de vin. En arrivant, la police avait déjà bouclé les lieux avec du ruban adhésif jaune. J'ai découvert mon Steve, sans vie sur le parking, avec 2 impacts de balles dans la poitrine. Nancy s'effondra en larmes. Lucifer a été retrouvé mort dans sa voiture, non loin de là, avec une blessure par balle à l'arrière de la tête. Apparemment, il s'est tiré une balle dans la bouche. Sarah prit la main de Nancy. « Vous avez une fille qui a besoin de vous. » Elle se tourna vers le miroir et acquiesça. « Vos parents vous attendent dans le hall. Venez, je vais vous accompagner jusqu'à eux. » Alors qu'elle marchait dans le couloir, Sarah arrêta Nancy. « D'après tout ce que vous m'avez raconté, Steve était vraiment un mari et un père exceptionnel. Il aimait sa famille. Il cuisinait à merveille, entretenait la maison et le jardin et s'occupait des tâches ménagères. Il vous laissait une liberté totale. C'était le genre de mari fiable et idéal que toute femme rêverait d'avoir. Et pourtant, vous l'avez trahi. C'était une erreur. Une erreur catastrophique, mortelle. » Sarah regarda Nancy avec mépris, fit volte-face et s'éloigna. Nancy se précipita dans les bras de ses parents et les serra fort. Ils pleuraient tous. « Avez-vous laissé Steph seul à la maison ?» demanda Nancy aux parents de Steve, John et Mary, qui étaient arrivés 1 heure plus tôt. Steph les avait contactés et ils avaient pris le premier vol disponible. Rentrons à la maison. Ses 2 parents prirent Nancy par les mains et la guidèrent hors du commissariat. En arrivant à la maison, quelques amis de Stéphanie étaient présents. Nancy observa John et Mary. Ils ne l'accueillirent pas avec un sourire. « Je dois voir Stéphanie. »« Où est-elle » demanda Nancy. « Elle est dans sa chambre avec ses amis,
répondit Marie. À ce moment-là, Steph descendit l'escalier avec ses amis. Un seul regard suffit à Nancy pour comprendre qu'elle avait pleuré pendant des heures. « John !» cria Steph. « Fais sortir cette femme de ta maison. » Elle se tourna vers Nancy, les yeux remplis d'hostilité. « Tu as assassiné mon père, espèce d'adultère. »« Non !» cria Nancy. « Laisse-moi t'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer. » L'interrompit Steph, « Adultère. C'est partout dans les journaux, sur Internet et sur les réseaux sociaux. » Stéphanie proclama ces mots. Un homme a tué le mari de sa maîtresse, puis s'est suicidé. Ils furent tous stupéfaits par la réaction de Steph. Ses amis essayèrent de la calmer, mais en vain. Steph s'approcha de John et Marie. « John, je ne veux plus jamais la voir. Dis-lui juste de partir. »« S'il te plaît, Steph, » implora Nancy. C'était une erreur. Une erreur grave. Mon père est mort sans jamais savoir que sa femme chérie était une trompeuse et une menteuse. Mon père a été assassiné sans jamais comprendre pourquoi il était visé, sans réaliser que l'homme qui a appuyé sur la gâchette était l'amant de sa femme. Il est mort sans jamais savoir qu'il avait été humilié. C'est une catastrophe, et nous sommes tous profondément bouleversés. Son grand-père tenta de désamorcer la tension. Occupons-nous d'abord de ceux qui demandent de l'attention, et ensuite, nous aborderons le reste. Pas avec cette femme à proximité. Absolument pas, s'il te plaît, Steph, ne parle pas ainsi de ta mère, implora sa grand-mère d'une voix douce. Laissez-la parler. Hurla John. Marie lui prit la main et l'attira près d'elle. Marie, nous avons perdu notre fils aujourd'hui à cause de cet adultère. Les amis de Steph s'excusèrent et se dirigèrent vers la sortie. Votre fille est une tricheuse ignoble, continua John. Vous le savez, nous le savons, et maintenant le monde entier le sait. Après que mon unique fils a été tué généralement, ce sont les enfants qui enterrent leurs parents. Aujourd'hui, nous, ses parents, devons enterrer notre fils. John, je veux que mon père soit enterré là où vous vivez actuellement, à Naples, déclara Steph. Tous les regards se tournèrent vers Stéphanie. Vous avez encore des connaissances dans cette ville, continua-t-elle. Vous avez toujours des relations. Entrez en contact avec les personnes compétentes et assurez-vous que cela se fasse. Et, primordialement, contactez un avocat pour entamer les démarches d'adoption. S'il te plaît, Steph, ne fais rien que tu pourrais regretter plus tard, implora son grand-père. S'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, hurla Nancy. Je ne peux pas vivre sous le même toit que cet adultère hypocrite. Je ne peux même pas respirer le même air qu'elle. Elle me répugne. Je ne veux plus jamais revoir son visage, déclara Steph, se tournant vers John. S'il te plaît, demande-lui de quitter les lieux. Nous sommes aussi tes grands-parents, pleura sa grand-mère. Tu fais partie de notre vie. Mamie, papi, je vous aime de tout mon cœur. Je vous respecte et je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Mais votre fille est une sorcière, et je ne peux pas la supporter. Je suis un Westford, et j'appartiens à la famille Westford. Lundi, tu m'accompagneras à l'école, déclara John, en serrant Steph dans ses bras. J'aurai besoin de mes papiers pour être transféré dans un autre établissement à Naples. Bien sûr, je le ferai, affirma John, embrassant Steph. Il faudra aussi vendre cette maison. Il y a trop de souvenirs enfermés ici, dit Steph en essuyant ses larmes. Nancy, prends tout ce que tu veux dans cette maison, affirma fermement John. Le reste sera donné à des œuvres caritatives. Stéphanie déménagea à Naples, en Floride. Elle n'a jamais pardonné à Nancy. Elle ne parlait à ses grands-parents que lorsqu'ils l'appelaient. Chaque semaine, elle se rendait sur la tombe de Steve. John et Marie devinrent ses parents. Nancy commença à consulter un psychiatre, mais après quelques mois, son état s'aggrava. Il devint nécessaire de l'hospitaliser dans un établissement psychiatrique. Son médecin incita Steph à rendre visite à sa mère au moins une fois et à lui accorder son pardon, soulignant que cela pourrait grandement contribuer à la guérison de Nancy. Cependant, Steph refusa catégoriquement. Le matin du 18e anniversaire de Steph, une infirmière découvrit le corps sans vie de Nancy dans son lit, ainsi qu'une traînée de sang sur le sol datant de la nuit précédente. Elle s'était suicidée en se tailladant les veines. Stéphanie refusa d'assister aux funérailles. En effet, la tromperie a toujours un prix.